Expulsion de 2 Français au Burkina Faso, coopération Burkina-Russie, refus de l'UAS pour le prélèvement de 1% sur les salaires et enfin, élections législatives en Tunisie. Voici le menu pour ce numéro de votre émission, La Tribune des éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision Twi TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Et pour ce numéro, je suis accompagné par Daouda Kinda, il est journaliste au journal Le Quotidien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À vos côtés, nous avons Michel Nana, il est rédacteur en chef aux éditions Le Pays. Bonjour, bienvenue. Bonjour, rédacteur en chef délégué, je précise. Rédacteur en chef délégué plutôt. Et nous avons enfin Lévi Confé, journaliste à l'Observateur Palga. Oui, bonjour. Tout se serait passé dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022. 2 citoyens français ont été expulsés du territoire burkinabé selon l'agence d'information du Burkina, AIB. L'information a fait grand bruit et au niveau du quotidien, on en a fait un édito qui est intitulé « Expulsion de 2 présumés espions français du Burkina, la France encore elle ». Oui, le titre est peut-être assez fort. Mais tout ce qui relève de l'espionnage, nous pensons que c'est vraiment quelque chose que nous devons décrier de la plus forte des manières, surtout dans un contexte marqué par l'insécurité, dans un contexte où le gouvernement, les forces de défense et de sécurité se battent jour et nuit en tout cas pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude. C'est une révélation de l'agence d'information du Burkina, le mercredi 20e, qui nous apprend que deux citoyens français ont été expulsés. Pourquoi ? Parce qu'ils s'intéressaient beaucoup aux actions de nos forces de défense et de sécurité. Il y a l'agence de presse africaine même qui donne des précisions, qui nous dit que même l'ambassade, le consulat général de France au Burkina, si je ne me trompe pas, a même écrit une lettre au ministère des Affaires étrangères pour essayer de s'enquérir de ces nouvelles, des nouvelles de leurs ressortissants. Mais il est ressorti clairement. Mais bon, le gouvernement n'a pas réagi, le ministère n'a pas donné de réponse. Mais selon l'agence de presse africaine, ces 2 ressortissants-là s'intéressaient beaucoup aux actions des forces de défense et de sécurité. Ils les questionnaient beaucoup sur les lieux de formation, sur leurs actions, sur leurs acquisitions, sur tout ce qui se passe au sein de l'armée burkinabé, les entrées, les sorties. Mais c'est tout le monde même curieux. Voilà, au moment où tout le monde est à je ne vais pas dire un mauvais œil, mais en tout cas où tout le monde est figé un peu sur le comportement de la France, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 2 Français. On ne peut pas tout de suite établir que c'est la France qui a mis sur pied comme ça des espions sur le Burkina ou sur les forces de défense et de sécurité du Burkina. Toujours est-il que ce sont 2 Français qui ont été interpellés et expulsés. Donc, dans le contexte où nous sommes, vous savez, l'espionnage, c'est pas quelque chose de nouveau. La quasi-majorité la quasi-totalité des pays ont des espions. Sauf que nous sommes dans un contexte marqué par une insécurité grandissante avec le terrorisme. Dans un contexte où les forces de défense et de sécurité, depuis depuis plusieurs mois, ont décidé de prendre leurs responsabilités. Je parle d'abord du 24 janvier, avec le coup d'État de Damiba. Ensuite, le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, les forces de défense et de sécurité ont décidé de prendre leurs responsabilités. Donc tout ce qui peut être un frein peut freiner leurs actions, mais il va falloir qu'ils sévissent. Nous l'avons même relevé dans notre édito. Il faudrait que tous les pays se mettent du bon côté de l'histoire, que ce soit la France, les États-Unis ou n'importe quel pays. Au moment où le Burkina Faso est en train de se battre, il faut que ces pays-là se tiennent du côté du Burkina et ne se tiennent pas du côté de l'ennemi. D'accord. Alors, Michel Lana, on a suivi un peu l'édito du quotidien. On sait que ces 2 Français, on leur reproche d'avoir mené certaines activités, notamment d'espionnage. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi, j'ai cherché l'information officielle. J'ai fait la démarche. Et jusqu'à l'heure où je suis, je n'ai pas eu la réponse.
Ça veut dire qu'officiellement, le gouvernement n'a rien dit. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas eu une sortie officielle pour expliquer au Burkinabé de quoi il y en est question. De ce que je sais, il m'est revenu que il y a des sociétés 100% civiles qui, dans le besoin d'étendre les activités, ont fait appel à des experts pour faire une analyse sécuritaire pour ce qui est de la zone de Ouagadougou. Et c'est dans ces cadres-là, selon ce que j'ai appris, que ces Français se sont retrouvés au Burkina Faso. Et c'est vendredi soir, je crois, c'est vendredi, dans la journée, qu'ils ont été interpellés. Et c'est samedi qu'ils ont été invités à quitter le territoire. On ne va pas utiliser le terme expulsion, parce que c'est quand même une autre procédure, mais ces 2 personnes ont été invitées à quitter le territoire. Effectivement, c'est que l'analyse sécuritaire, ça signifie quoi si c'est vrai? C'est effectivement recueillir des informations pour essayer de faire le diagnostic de cette question de sécurité-là autour de Ouagadougou. Est-ce que ce n'est pas de l'espionnage? Je n'ai pas terminé, j'en viens. Le problème avec ces 2 Français, selon ce que j'ai appris, c'est qu'ils n'ont pas d'autorisation. C'est ce qui m'a un peu fatigué, parce que quand on doit avoir mener une activité de ce genre dans un pays, et surtout dans ce contexte-là, c'est d'avoir d'abord l'autorisation de l'autorité avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et si c'est vrai que ce sont des entreprises qui les ont engagées, le minimum aurait été que ces entreprises-là puissent avoir les autorisations nécessaires avant de faire appel à ces aspects-là. Alors pourquoi ces autorisations n'ont pas été disponibilisées et pourquoi ces sociétés n'ont pas suivi le protocole? Si effectivement les informations que j'ai sont avérées, pourquoi elles n'ont pas suivi le protocole pour permettre à ces agences-là de pouvoir travailler? Et de même, pourquoi ne pas permettre à nos FDS-là, qui sont quand même des experts en matière, leur permettre de faire ce diagnostic-là, si tant que ces sociétés-là voulaient étendre leurs activités, mais voulaient tenir compte de la situation sécuritaire. Donc c'est tout à fait normal que on parle d'espionnage, parce que tout est possible. Et ce qui m'intrigue, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement n'est plus mot, aucun communiqué. Et c'est ce qui m'intrigue. Et je trouve que c'est pas. Faut pas laisser la place aux allégations, aux conclusions hâtives et autres. Je pense que le gouvernement devrait quand même dire un mot par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Alors, Lévi Confé, déjà félicitations pour avoir remporté 2 prix au Galien. Vous avez remporté le prix du meilleur grand reportage en presse écrite, et également le prix spécial Armée-Nation. Et revenant sur le sujet, on sait qu'en 2019, pareille circonstance s'était déjà produit avec le survol du territoire national par des avions militaires français. À l'époque, l'état-major avait déjà exprimé son mécontentement. Cette fois-ci, il s'agit de 2 présumés français qui ont été pris pour tentative d'espionnage, avec une clarification que Michel Nana vient de nous apporter. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci déjà pour le mot d'encouragement pour les 2 prix. Revenant à la question qui m'a été posée par rapport à ces 2 Français qu'on a renvoyés chez eux, pour moi c'est tout à fait normal. Si on était dans une situation où on pouvait voyager, aller à Guibou et puis revenir comme on veut, ces 2 Français allaient venir s'intéresser aux activités des forces de défense et de sécurité et ça n'allait inquiéter personne. Et ils viennent à un moment où notre pays traverse quand même une situation très critique, où les relations avec leur pays c'est quand même tendu. Et aussi, vous savez que la France aujourd'hui, au sein de la population burkinabé, n'a pas bonne presse. Voilà, à tort ou à raison, je ne peux pas dire ce qu'il en est. Mais je trouve que d'abord, la faute revient à ces 2 sociétés qui ont engagé ces 2 experts en sécurité pour venir au Burkina Faso. Comme je le disais tout au début de mon intervention, ils devraient quand même s'entourer d'un certain minimum de garanties
en informant même les autorités, déclinant clairement l'identité de ces deux personnalités qui vont venir fouiner quand même sur les aspects sécuritaires du Burkina Faso. Si ça n'a pas été le cas, du moment où vous passez par la voie illicite, de manière à vouloir contourner l'autorité compétente sur la question, si on vous qualifie d'espion, je ne vois pas ce qui va vous dédouaner, parce que vous êtes rentré d'une manière frauduleuse, j'allais le dire, parce qu'aujourd'hui la question sécuritaire, elle est très stratégique et très sensible, qu'on ne peut pas engager deux individus qui vont quitter, qui ne sont pas connus par nos autorités, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas s'ils sont des militaires ou ils sont des civils qui sont venus pour faire du travail. On n'en sait rien par rapport à ces deux personnalités. Donc pour moi, c'est la société qui a engagé ces deux personnes ne peut que s'en prendre à elle-même. Et à un moment donné aussi, il faut savoir peser les actes que nous posons. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez vu toutes les manifestations qui ont visé quand même l'ambassade de France à plusieurs reprises. Si on veut faire un tel travail, on doit quand même porter des précautions, parce que s'intéresser à l'activité de nos FDS, ça veut dire beaucoup de choses. Et comme on le dit, on ne sait pas vous travaillez pour le compte de qui. On a dit des sociétés françaises, mais peuvent être venues aussi au nom de l'État français. Donc on n'en sait rien. Donc pour moi, tout a été faux dès le départ, parce que si on dit aujourd'hui que c'est une société qui les a engagés pour faire des prospections sur des questions sécuritaires, il fallait donner l'information à l'autorité compétente avant de les déployer sur le terrain. C'est pas une fois qu'on les a pris qu'on va nous fournir ces explications. Et pour moi, cela ne tient pas la route. D'accord, mais toujours est-il qu'après interpellation, la diplomatie, la représentation ici à Ouagadougou a écrit pour s'enquérir des nouvelles de ses citoyens tout de même. Et vous savez que sur les questions sécuritaires, on ne fait pas beaucoup de bruit. On peut même les envoyer à l'insu même des représentants ici. On peut les envoyer à leur insu. Ou bien ils peuvent être au courant, ils peuvent faire semblant. Pour moi, du moment où nos autorités n'ont pas eu l'information que ces deux personnes allaient venir s'intéresser aux questions, aux activités de nos FDS, c'est déjà un faux pas. Et pour moi, c'est tout à fait normal qu'on les renvoie chez eux. S'ils peuvent revenir sous, en tout cas, un sceau légal, qu'on sache qui ils sont, voilà, ils viennent pour faire quoi exactement, pour le compte de qui, ils peuvent revenir. Mais pour le moment, je pense que ce minimum n'a pas été fait, c'est de bon gré et c'est le droit des autorités burkinabées de les renvoyer chez eux. Pour moi, il n'y a pas de débat. D'accord. Alors au niveau du quotidien, on estime que c'est un peu l'occasion pour redoubler encore plus de vigilance. Et vous dites dans votre édito, l'interpellation et l'expulsion des deux présumés espions français doit être un signal fort pour le réveil des autorités chargées de la sécurité et des renseignements. Expliquez-nous. Justement, le Burkina Faso doit renforcer, doit accroître sa vigilance, parce qu'on sait que ça serait une guerre sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans. Vous savez qu'actuellement, il y a deux blocs. Le bloc ouest avec la France, les États-Unis et autres, et le bloc Est avec la Russie et autres. Donc chacun va essayer d'accroître son système d'information à travers les espions. Donc il va falloir que chacun veut tirer la couverture de son côté. La Russie aussi va essayer de mettre un peu, peut-être envoyer des espions aussi pour voir les faiblesses des uns et des autres, fait accroître sa cote de popularité. De même que la France aussi, pour rétablir un peu l'image dégradante, en tout cas, ou dégradée que les gens ont d'elle, va essayer aussi de son côté de renforcer un peu, de laver, de soigner l'image qu'elle voudrait donner ou qu'elle a actuellement. Donc, tout ce qui se passe là depuis 2019 avec le survol du territoire par des aéronefs non identifiés, l'expulsion des deux présumés espions, la suspension de RFI, je pense que la France devait
se revoir, voir la façon de faire et chercher à comprendre. Si elle ne le sait pas, chercher à savoir pourquoi est-ce que on fait une fixation sur elle. C'est tout ça. Donc, les autorités devraient regarder un peu de ce côté-là, accroître, donner plus de force aux services de renseignement parce que depuis que les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités, c'est sûr que les tentatives d'espionnage ne vont pas manquer. D'accord, ne vont pas manquer. Michel Nana, pendant qu'on en parlait, on a également vu au cours de cette semaine ce communiqué du ministère en charge des Affaires étrangères, un communiqué qui déclare la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, persona non grata sur le territoire national. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la question? C'est aujourd'hui que le communiqué a été publié, la décision a été prise aujourd'hui et le communiqué a été produit aujourd'hui. De ce que je sais, il me semble que la dame, la diplomate dont il est question, était déjà dans le collimateur du pouvoir de Moïba. Et j'ai appris que c'est le second coup d'État qui a fait qu'elle a eu du sursis. Sinon, depuis longtemps, elle avait été déjà enlevée. C'est une première des choses. La seconde chose, c'est que cette dame a une mauvaise réputation, selon ce que j'ai appris. Et des anciens collaborateurs que j'ai interrogés tout de même au cours de la journée, un fonctionnaire international. Bien sûr, de certains collaborateurs avec qui j'ai échangé, et il me revient qu'ils ne sont pas surpris de ce qui est arrivé à cette diplomate onusienne, du fait de son langage, du fait de ses pratiques, du fait de sa façon de faire. Et dans tous les cas, moi j'attendais de voir l'explication que la ministre des Affaires étrangères a donnée, et je l'ai écoutée. Je pense que de ce qu'elle a dit, je retiens que la dame a mené des actions sans consulter les autres burkinabés. D'accord. Et l'une des actions, par exemple, c'est de se lever, aller, par exemple, à Douri comme ça, ou à Djibo, sans en informer. Ça, c'est un. Et de deux, c'est de décider que Ouagadougou est devenue dangereuse pour les diplomates, et ce fait qu'elle a fait évacuer la famille d'une trentaine de diplomates dans leur pays d'origine, sans concertation avec le Burkina Faso. Et pour terminer, quand j'écoute ce que la ministre dit, apparemment les propos de la diplomate onusienne sont discourtois. Discourtois, parce que dire que quand tu étais en Irak, en Syrie ou en Afghanistan, les décisions au niveau supra ne peuvent se prendre sans ton consentement, dire ça à une autorité dans un pays souverain, c'est de la provocation. Et moi, j'estime que si c'est que notre ministre des Affaires étrangères a avancé comme argument, je crois qu'on a tardé même avant d'expliquer cette dame-là. C'est une occasion de discipliner certains fonctionnaires internationaux qui se croient trop savants dans nos pays et qui pensent que nos pays sont des passoires ou des poubelles où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est une occasion, et je ne veux pas dire que je salue, parce qu'il y a quand même quand un pays expulse manu militare un diplomate de cette façon, ça veut dire que quelque part il y a l'image qu'on renvoie à l'extérieur qui n'est pas bien. Nous ne sommes pas contents de voir notre pays, que des gens pensent que notre pays c'est un pays de voyous, entre guillemets, ou un pays où on agit de façon épidermique. Mais les raisons qu'on nous donne, et ce que je vais vraiment préciser, il me semble que des initiatives que la diplomate onusienne a prises, et son chef suprême, je ne sais pas du Guterres, lui-même n'en est pas informé. D'accord. Et si tel est le cas, je pense que c'est tout à fait normal que nos autorités prennent des dispositions en priant tout bonnement, même si dans la contrainte, cette dame-là de replier en Italie ou à New York
D'accord. Alors, Lévi Confé, c'est une situation qui intervient quelques jours après l'expulsion des 2 Français qui étaient accusés d'espionnage. Est-ce que vous avez également visiblement cette impression que le Burkina est en train de s'affirmer sur le plan diplomatique, et est-ce que vous êtes d'avis aussi avec l'expulsion? Par rapport à ce que j'ai eu comme explication avec notre ministre chargé de la coopération, moi en tout cas, même si nous sommes un pays touché par l'insécurité, par une crise humanitaire qui ne dit pas son nom, nous avons quand même un minimum de dignité à préserver. Et je pense qu'il n'appartient pas à quelqu'un qui est là dans le cadre de ses activités humanitaires de déclarer une localité invivable. Ce que notre diplomate tentait de faire, c'est de déclarer Ouagadougou comme une localité invivable. Ce n'est pas de son ressort. Et quand tu fais de telle sorte et qu'on t'interpelle pour que tu verses les indicateurs qui te permettent de qualifier cette localité d'invivable et que tu refuses, même si tu es tenu au droit de réserve, il ne fallait pas te prononcer tout en disant que la localité, vous avez des indicateurs qui montrent que la localité est invivable. Deuxièmement, pour moi, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Normalement, ça devrait être comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas au Burkina qu'on doit se faire marcher les pieds par tout le monde. Et aujourd'hui, nous réaffirmons notre autorité pour dire, même si c'est le cas, vraiment, il faut prendre la mesure, les manières pour le faire. Vous voyez, la ministre dit que dans ces explications, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a carrément une immixtion dans les affaires même de l'État burkinabé par cette dame, soit délibéré de bloquer certaines actions au profit du Burkina Faso et comment dirais-je, évacuation des familles des diplomates du Burkina Faso, des systèmes des Nations Unies du Burkina Faso. Je pense que ce n'est pas à elle non plus de prédire le chaos du Burkina Faso. C'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on en est arrivé là, mais s'il fallait sortir cette décision pour amener tout le monde à l'ordre et que quand même on coopère d'une manière, de façon courtoise, et en attendant qu'elle explique ce qui s'est passé, parce que on n'a qu'un seul son de cloche, parce que c'est le gouvernement burkinabé qui a donné les détails qui ont motivé en tout cas cette déclaration de persona non grata au Burkina Faso par rapport à Barbara Mazi. Mais je pense qu'avec le temps on aura plus d'informations. Mais pour moi, si on en est arrivé à là, c'est qu'il y a quand même un fond. Et si ce fond est vraiment c'est fondé, et je pense que nous sommes dans notre droit de se séparer de cette dame diplomate qui ne facilite pas visiblement le travail sur le terrain. Comme Michel le disait, certains collaborateurs qui, après avoir appris cette nouvelle, les langues se délient et on peut dire certaines choses. Donc vous voyez que parfois même par rapport à ces organisations, on ne peut pas quand même venir pour nous aider et puis on ne collabore pas avec nos autorités. C'est vrai que si tu as ton toit qui est trouvé, c'est toi qui es à l'intérieur de la maison. Tu sais là où se trouvent les priorités. Quand ton voisin va venir pour t'apporter ses cours, c'est à toi de montrer ici, c'est quand même vital pour moi, c'est prioritaire, mais je ne pense pas que ce soit le cas avec cette diplomate et je pense que cela va interpeller tout le monde, que ce soit au Burkina Faso ou les organismes internationaux qui agissent sur notre territoire, de revenir sur terre et d'œuvrer avec la courtoisie qu'il sied dans cette manière de venir en aide au Burkina Faso. D'accord. Alors, selon les explications de la ministre en charge de la coopération, elle aurait même dit au cours d'une audience qu'elle est en contact avec certains chefs terroristes au Burkina Faso. N'est-ce pas là assez gravissime? C'est très grave ce qui est reproché à cette dame-là. Il y a plusieurs faits. Vous savez, le Burkina Faso est un pays souverain. Il est du rôle de nos autorités d'affirmer cette souveraineté-là, d'agir pour protéger les intérêts des populations et de se faire respecter. Nous sommes un pays souverain et nous devons nous faire respecter. Effectivement, il y a certains diplomates qui prennent nos pays là, quand je parle de nos pays en voie de développement là, comme des sous-pays. Comme des sous-pays. Et il faudrait
qu'on nous respecte. Voyez-vous, à écouter en tout cas les explications de la ministre, moi ça me convainc que cette dame-là, elle ne devait pas rester au Burkina Faso une journée de plus. Et la ministre même n'avait même pas besoin même d'expliquer, parce que les dispositions, même l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations internationales même, disent que qu'un pays peut déclarer un diplomate persona non grata si, sans explication, n'a pas besoin d'expliquer, sans explication, quand ce pays-là pense que ce diplomate-là agit contre les intérêts du pays. Mais en disant clairement à nos autorités que oui, moi j'ai des connexions avec des chefs terroristes, mais c'est très grave. C'est très grave. Et demander aux coopérants de ne pas s'afficher aux côtés des autorités burkinabées, c'est encore plus grave. Quelle est la raison de votre présence au Burkina? Sans même que nos autorités ne puissent agir, sans même que nos autorités ne puissent dire mot et penser que toutes les décisions qu'on doit prendre, toi tu dois être consulté. Parce que quoi? Non. On est libre de faire d'agir pour l'intérêt du Burkina Faso. J'allais dire faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire forcément ce qu'on veut, mais agir pour l'intérêt de nos pays. Et un diplomate représentant du système des Nations Unies fut-il ne peut pas venir s'imposer comme un pacha dans un pays et ne pas vouloir qu'on lui fasse des reproches. Mais avec les raisons avancées par la ministre, je ne dis pas que ces paroles d'évangile, mais ces raisons-là même sont suffisamment graves pour l'expulser, pour la renvoyer manu militari chez elle. D'accord. Aujourd'hui, en termes de conséquences, on connaît un peu l'importance du système des Nations Unies en termes de partenariat au développement. Quelles peuvent être les conséquences selon vous? Oui, mais ce n'est pas le système des Nations Unies même qui est visé. Et la ministre des Affaires étrangères l'a même répété. Ce n'est pas la représentante résidente du système des Nations Unies. Et ce n'est pas le système des Nations Unies qui est visé. Non, mais c'est la dame. Il y aura tout de même des répercussions. On attend de voir, mais je ne pense pas que les Nations Unies vont suspendre les actions qu'elles ont dans notre pays. Parce que dans le contexte où nous sommes, c'est maintenant, dans ce contexte-là, que les Nations Unies doivent se mettre du côté du Burkina Faso, parce que nos priorités sont connues: la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, le retour des déplacés, voilà, des déplacés dans leur localité d'origine. Donc, parce qu'on a expulsé le représentant ou la représentante dans un pays, on décide de couper les ponts avec ce pays-là, ça ne serait pas responsable des Nations Unies. Et je ne pense pas que les Nations Unies vont le faire du moment où Antonio Guterres lui-même dit qu'il n'était même pas au courant des actions menées par cette dame-là. D'accord. Et on reste avec vous justement pour parler en même temps de coopération et de coopération Burkina-Russie. Et on en sait un peu plus à présent sur le déplacement du Premier ministre en Russie. Votre édito sur la question est intitulé « Coopération Burkina-Russie ». Le Burkina veut passer à la vitesse supérieure. Oui, justement. C'était flou, parce que beaucoup de personnes réclamaient le renforcement de la coopération entre le Burkina et la Russie, mais maintenant tout est clair avec ce déplacement, même si c'était en catimini, parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle sur le déplacement du Premier ministre en Russie, mais on a vu son interview accordée à la télévision russe RT, et tout est clair. Voilà, le Burkina Faso, le Premier ministre a affirmé clairement que le Burkina Faso s'est rendu en Russie pour que la Russie vienne reprendre sa place au Burkina Faso. Mais quand tu le dis, tout le monde sait que c'est parce que le Burkina s'attend, c'est que la Russie vienne nous aider sur le plan sécuritaire. Principalement sur le plan sécuritaire, et les autres actions de développement vont suivre. La santé, l'agriculture, l'élevage, tout ça, ça va suivre. Mais la priorité des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme. Comment est-ce que la Russie peut nous aider? Ce sont les armes.
c'est la formation, c'est doter nos forces de défense et de sécurité en armes, faciliter l'acquisition pour le Burkina Faso d'un certain nombre d'armements. Parce qu'il nous revenait qu'à un certain moment donné, lorsque notre coopération était au plus fort niveau avec la France, il nous revenait que parfois pour acquérir des armes, mais c'était la croix et la bannière. Et c'est ce qui fait que la cote de la France a un peu baissé, pas seulement au Burkina, mais dans les pays de la sous-région. Donc, on espère, en tout cas, avec ce déplacement du Premier ministre en Russie, que ce pays-là, va vraiment se mettre du bon côté de l'histoire. J'insiste toujours sur ce mot-là, parce que nous sommes dans une phase décisive. Voilà, quand vous écoutez avec les gens, c'est la survie du pays qui est actuellement en jeu. Donc nous sommes dans une phase décisive et il faudrait que la Russie, qui se bat aussi pour se positionner dans nos pays là, parce que la Russie ne le fait pas aussi pour nos beaux yeux. La Russie le fait aussi pour se positionner. Où la France laisse une petite partie, la Russie vient récupérer. Ou peut-être même qu'elle cherche même à pousser la France et les autres pays du bloc ouest et vouloir s'imposer. Donc il faudrait dedans que nous on puisse en tirer profit. Justement, en tirer profit. Et Michel Nana, contrairement aux allégations du président ghanéen qui estimait que le Burkina aurait négocié avec Wagner, on en sait un peu plus. Le Premier ministre a plaidé pour un soutien en termes de coopération entre le Burkina et la Russie, mais il n'a pas été question de Wagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou du moins pour le moment. D'abord, ce que je déplore dans cette affaire, c'est que le Burkina Faso se comporte comme un pays qui doit sous-traiter sa diplomatie avec les autres. Si le Burkina Faso est un pays souverain, je pense qu'il est souverain, il n'a pas envoyé son ministre de la Défense, son premier ministre et des membres du gouvernement, parce qu'il n'était pas seul. Une délégation de 11 personnes. Oui, délégation importante quand même. Il n'a pas emmené cette délégation-là, envoyé cette délégation en catimini en Russie. Comme si le Burkina Faso avait peur de quelqu'un. Comme si il avait besoin de cacher quelque chose. Franchement, je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette approche-là. Les autorités ont leur raison. Mais moi, en tout cas, en tant que citoyen lambda, et quelqu'un qui réfléchit, et quelqu'un qui cherche à comprendre, ça me gêne que mon pays là passe sous la table là, pour aller voir un partenaire, alors qu'il peut aller la tête haute. Mais quand vous dites passer sous la table, il y a des voyages officieux qui peuvent se faire. Est-ce qu'on est obligé d'informer sur un tel voyage? Le Premier ministre n'est pas n'importe qui. Le Premier ministre n'est pas n'importe qui. Ils n'ont pas communiqué. Il allait donner une interview sur une télévision. Tout en sachant que l'interview allait se retrouver sur la place publique. C'est ça. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut informer, mais le premier n'est pas n'importe qui. Supposons que le voyage là tournait au vinaigre, que quelque chose de grave arrivait. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Utilisé comme argument. De façon officielle, c'est la deuxième personnalité de l'État qui voit dans un pays comme la Russie, mais on n'a pas à avoir peur de quelqu'un. On ne doit pas des explications à quelqu'un. Est-ce que c'est de la peur? Non, c'est tel que ça se fait. Moi, je cherche à comprendre. Je vais dire, on ne doit pas des explications à quelqu'un. On n'a pas à avoir peur de quelqu'un. Donc, on n'a pas à sous-traiter. On n'a pas à se cacher pour aller quelque part. Cacher l'information, là, ça sert à quoi? Je pense que c'était pas... en matière d'approche, je trouve que c'était pas assumé. Voilà. Mais il est obligé, moi je pense que le Premier ministre est obligé de parler de façon ouverte, parce qu'il sait déjà que l'information a été donnée. Si un média n'a pas donné l'information, est-ce qu'on est sûr qu'il va donner est-ce qu'on est sûr que l'interview allait passer? Peut-être qu'ils allaient revenir en catimini aussi. Voilà. Et toujours est-il que l'essentiel pour nous et pour les autorités, c'est d'avoir le soutien nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Et puis on sait très bien, et mon confrère l'a dit, sur le plan sécuritaire, la Russie a des ressources pour nous, pas de l'argent.
Mais quand même, la Russie peut nous aider avec des armes. Et pas les armes seulement. Quand on regarde sur les questions alimentaires, le Burkina Faso a faim. On sait que la Russie, c'est un grenier et qu'elle a emmagasiné beaucoup de vivres qu'elle peut nous donner. Voilà. Je pense que c'est important. Et puis on espère que le voyage du Premier ministre là, ne sera pas, ce ne sera pas juste un voyage. On espère qu'il y aura des résultats. Mais là aussi, et je pense que nous sommes allés montrer que on négocie comme des enfants. On a donné l'image d'un pays qui émane. Ça, c'est pas le propre du Premier ministre. Quand tu écoutes le Premier ministre, il est fier de ce qu'il est. Il dit que le Burkina Faso, c'est un pays qu'il faut respecter. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faudra aller montrer sa personnalité face à ces Russes-là, la demander, bon, vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Donc, donnant, vous nous donnez, et puis nous vous donnons ce que vous voulez. Et ça marche. Pour la question de Wagner, ça ne va jamais être posé. Ça ne va jamais être posé du moins. Officiellement, ça ne va jamais se passer comme ça. Voilà. Et je pense que dans les prochains mois, on va savoir ce qui s'est passé réellement avec les Russes et sur tous les plans. Mais pour le moment, on est obligé pour des questions de responsabilité sociale, on est obligé de taire certaines choses et d'espérer que tout le monde verra ce qui va se passer. D'accord. Alors, Lévi Confé, de par ce voyage, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a reçu une invitation pour participer au sommet Russie-Afrique. Est-ce que cela voudrait dire qu'en termes de coopération, la ligne est toute tracée pour une bonne coopération entre le Burkina Faso et la Russie, selon vous? Ok. Je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'un président va aller en Russie pour ce sommet. Je pense que le président Roch l'avait déjà fait aussi. Il avait déjà séjourné, pris part à cette rencontre, à ce genre de rencontre. Mais pour moi, par rapport à cette question russe, et ce que je déplore, c'est notre attitude vis-à-vis des autres partenaires du Burkina Faso. Vous savez, on ne peut pas vouloir aller vers la Russie de façon mouta-mouta. Il faut assumer. Il faut assumer. Je le dis, si aujourd'hui le Burkina pense que pour triompher de l'idée terroriste, il faut aller avec les Russes, je pense que courageusement, les autorités burkinabèses doivent dire au peuple: écoutez, nous avons essayé avec d'autres partenaires, ça n'a pas donné, nous partons avec tel partenaire maintenant pour voir ce que ça va donner. Je pense que en faisant ainsi, on va soutenir un peu les Burkinabés. Il y aura des gens qui ne sont pas d'acteurs d'avis avec ce partenariat. Il y aura toujours des gens pour étoquer une telle décision. Mais pour moi, vous savez, l'attitude qu'on a, je n'ai pas fait la diplomatie, mais quand tu te tiens devant quelqu'un, le comportement et les gestes que tu poses, c'est tout aussi des actes de communication. Vous voyez comment notre Premier ministre est allé en Russie. Et au Burkina, on n'a rien dit. Et bon, en Russie, il accorde une interview. S'il était libre, il pouvait refuser cette interview. Et puis on n'allait jamais entendre parler de ce voyage. Tu quittes ici en catimini et là-bas tu t'affiches à l'écran et tu accordes une interview. Donc pour moi, il y a lieu maintenant de commencer à assumer. Et si vous assumez, vous allez tirer toutes les conséquences possibles de votre choix. De toutes les façons, tous les choix, il y a toujours une conséquence à tirer. Donc, pour moi, la manière dont on gère, on sait que de par le passé, on a toujours eu des problèmes pour nous fournir en armement parce que la géopolitique d'autres partenaires pesait lourdement sur nos commandes d'armes. Et aujourd'hui, si la Russie est un partenaire fiable pour nous permettre, parce qu'aujourd'hui, on ne se doute pas que les VDP attendent des armes pour être opérationnels. Les militaires ont besoin quand même d'un certain nombre d'armes pour aller vraiment à l'offensive et reconquérir le territoire. Si on peut trouver un partenaire qui va nous faciliter cette tâche, parce que notre survie dépend de cette question sécuritaire, aujourd'hui, courageusement, on change notre partenaire, on diversifie, comme eux-mêmes ils le disent,
C'est pas interdit d'aller vers d'autres partenaires. Mais je veux que ça soit de façon assumée et que les gens soient situés. Parce que depuis qu'on en parle, c'est des rumeurs à ne point fini, c'est des allégations qui n'ont jamais été démenties. On n'est pas situé. On n'est pas situé. C'est ce qui fait que je déplore cette manière de faire. Et je pense que pour un pays qui se veut souverain, qui veut être respecté, je pense qu'on affiche clairement ses positions. Il y a de la diplomatie souterraine, certes, mais il y a des positions quand même qu'il faut prendre par rapport à certaines questions. D'accord. Et vous parlez de position. On sait déjà que la position des autorités, c'est d'aller aux forces endogènes avec l'initiative du recrutement des VDP. On s'est retrouvé avec 90 000. Et en termes de financement, des propositions avaient été faites, notamment au monde syndical. Il nous revient que l'Union d'action syndicale s'oppose au prélèvement des 1% de salaire comme contribution à l'effort de guerre. Quel est votre avis sur la question, Daouda Kinda? Oui, l'UAS a avancé ses raisons. L'UAS affirme qu'elle ne peut pas donner son aval pour la collecte de fonds dont elle dénonce même la gestion. Voilà, donc c'est un problème de gestion et l'UAS estime qu'il y a plusieurs situations lorsque on prend par exemple le refus par exemple d'auditer les comptes de l'armée, lorsque on voit à tour de bras des détournements au sein de l'armée et il y a un certain nombre de situations qui font que l'UAS pense qu'il faudra donner de la lumière sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se dit au sein de cette armée-là, avant qu'elle puisse consentir à ce sacrifice-là. Qu'à cela ne tienne, l'UAS estime qu'il y a des niches d'argent. Il y a des niches d'argent, par exemple les détournements, ceux qui ont détourné, et un certain nombre de fonds et qui peuvent bien servir à alimenter les caisses pour l'effort de guerre. La casse, cela ne tienne, je pense à mon humble avis que, et je l'avais même relevé ici, l'effort de guerre, tout le Burkinabé doivent comprendre que nous devons tous consentir un peu de ce que nous avons. Est-ce que vous êtes prêt à consentir pour le prélèvement des 1%? Non, il n'y a pas de problème, pourvu que la paix revienne au pays. Si ça va nous permettre, cela va permettre à ce que le pays retrouve la paix, même si c'est tout le salaire, moi ça ne me dérange pas. Donc, si le seul hiatus, c'est la gestion de ce fonds-là, est-ce que ça sera bien géré? Vous avez vu la dernière révélation lorsqu'on nous dit qu'un capitaine s'est tiré avec 400 millions. Et on n'a pas encore fait la lumière sur cette affaire. Et on va cotiser de l'argent encore pour combler un gap. Est-ce que vraiment ça va nous servir? Il y a tout ça. Donc il faudrait que... en tout cas, c'est des garanties que l'UAS veut. Ce sont des garanties que l'UAS veut. Donc il faudrait travailler à rassurer les travailleurs. Je pense d'ailleurs même que le ministre de la fonction publique devrait rencontrer l'ensemble du mouvement syndical, leur exposer véritablement le problème et dire ce que le gouvernement prévoit pour garantir la traçabilité des fonds qui seront récoltés là, l'usage qu'on va en faire. Est-ce que ça ne va pas finir dans les poches d'un groupuscule ou d'un individu? Il faut donner toutes ces garanties là au mouvement syndical et d'ailleurs au-delà même du mouvement syndical à toute la population burkinabé qu'elle ne va pas donner de l'argent qui finalement va servir à rendre des généraux ou des colonels ou capitaines milliardaires ou construire des villas pour des militaires ou je ne sais quoi. D'accord. Alors, Michel Lana, l'Union d'action syndicale demande des garanties. Elle demande également de recouvrer les fonds qui sont hors des caisses de l'État. Est-ce qu'avec l'urgence du moment, nous avons le temps de mener des opérations main propre? Je veux dire que en fait, l'UAS se trouve dans un cul-de-sac. Parce que donner l'impression qu'elle refuse l'effort de guerre, c'est quand même se faire harakiri au sein de la population. Et accepter aussi facilement de contribuer et d'accepter qu'on prélève les 1% sur les salaires nets des travailleurs, c'est déroger à ces principes. Il faut se rappeler, un syndicat ne va jamais accepter qu'on diminue le salaire d'un employé ou d'un fonctionnaire.
on travaille pour avancer, on travaille pour reculer. Donc voici les deux aspects du cul-de-sac. Mais je pense que avant de prendre la décision sur la question du prélèvement de 1%, le président avait rencontré les syndicats. Tout à fait. Et je sais très bien que ce jour-là, le président leur a expliqué la situation du pays, l'urgence dans laquelle le pays se trouvait. Si malgré tout ça, les syndicats sortent, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'il faut interroger. On ne va pas les juger. Mais je vais dire qu'il y a quand même des précédents. Je me rappelle très bien que sur ROC, on a demandé aux écoliers de cotiser, pas 2 ou 3 fois. Personnellement, je me rappelle avoir donné à ma fillette, parce que c'était 100 francs, qu'on demandait aux enfants, et pas 2 ou 3 fois, j'ai donné de l'argent pour qu'elle aille remettre sa part à l'école. Je me rappelle très bien que beaucoup de structures, beaucoup d'associations, beaucoup de citoyens ont fait des contributions. On a même fait des photos avec des ministres de la Sécurité, le MATD, pour faire des remises officielles d'argent que les gens ont collecté pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Jusqu'au jour où je vous parle, personne ne nous a dit combien on a pu mobiliser, qu'est-ce qu'on en a fait. La certitude qu'on a, c'est que la situation sécuritaire s'est aggravée. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, là, les 1% qu'on va prélever, ça va contribuer à inverser la tendance sur le plan sécuritaire? C'est la question que je me pose, et je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Mais je pense que tout le monde doit regarder. Il ne faut pas être maximaliste dans ses positions, parce que on sait déjà que nous contrôlons pas juste une partie, en tout cas, on a perdu une bonne partie de notre territoire. Et les économies que se passaient dans les territoires qu'on a perdus là, nous, on a pris ces économies-là. On dit souvent que Ouagadougou est en train d'être encerclé. Ça veut dire que sur l'ensemble des territoires, nous n'avons plus la possibilité de collecter des impôts. Les gens n'ont plus la possibilité de mener des activités. Donc, c'est devenu difficile. Et pour ajouter à cela, beaucoup de partenaires ont annulé leur soutien. Ce fait qu'aujourd'hui, en termes de moyens, on est vraiment mal en point. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir effectivement à réfléchir à comment financer notre propre guerre? Je crois que tout le monde doit répondre à ça. D'accord, tout le monde devrait répondre à ça. Alors, Lévi Confé, est-ce que vous pensez que l'Union d'action syndicale est conséquente avec elle-même à travers cette décision-là? Je pense que sa position n'est pas catégorique. L'UAS, les syndicats envoient d'abord l'État vers d'autres niches où l'argent sera plus... la somme qu'on va pouvoir récolter sera plus conséquente avant de revenir aux petits travailleurs du Burkina. Vous savez, il y a des entreprises, disons, estimées à 870 milliards déjà, des entreprises qui doivent à l'État. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Faut-il laisser cet argent et puis revenir prélever sur le salaire? Donc, je pense que l'IAS, dans sa position, n'est pas catégorique. Si une fois on a pu récupérer ces fonds et que toujours il faut faire l'effort de guerre pour aller compléter, il faut le faire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas dire aux contribuables de débourser 500 francs à l'effort de guerre, alors que l'État burkinabé a des gens qui lui doivent beaucoup. Et qui sont dans ce pays. Donc pour moi, c'est toujours cette question de gouvernance vertueuse qui pose problème en fait. Et aujourd'hui, l'UAS veut des garanties de ce que cet argent sera fait après collecte. Donc c'est ça qui manque, et je pense que les discussions sur si ça évolue, chacun pourra reconsidérer sa position et on pourra aller de l'avant. Mais je suis quand même d'avis avec eux qu'il y a de l'argent dans ce pays-là. Il y a des gens qui doivent à l'État burkinabé, il y a des gens qui ne payent pas leurs impôts, il y a
autant de niches où on peut aller trouver de l'argent avant de venir le prélever dans le salaire des travailleurs. D'accord. Alors, Daouda Kinda, on a parlé tantôt du sommet Russie-Afrique pour lequel le chef de l'État a reçu une invitation. Vous, au niveau du quotidien, vous avez un avis défavorable sur ces questions de sommet auxquelles participent les chefs d'État. Et sur la question, vous avez un édito intitulé « Participation des chefs d'État africains aux sommets internationaux. Il est temps que l'Afrique se fasse respecter ». Oui. En fait, souvent on se demande qu'est-ce que ces sommets-là même nous rapportent. Regardez comment est-ce que le président du Cameroun a allé se faire humilier là-bas. Ben, ça fait pitié. Et qu'est-ce qu'il va ramener dans son pays? Pourquoi est-ce qu'entre nous, on n'organise pas de sommet entre nous, pays du Sud, pour voir comment est-ce qu'on peut étendre notre coopération? La coopération Sud-Sud. Et il faut aller toujours faire la courbette auprès de ces pays dits développés là, qui vont toujours venir nous narguer, nous imposer un certain nombre de conditions. On ne pense pas, ou très rarement, à voir comment est-ce que, oui, entre pays du Sud, on peut mener notre propre politique de développement et pouvoir s'en sortir sans forcément compter sur ces pays-là. Parce qu'il va s'agir de l'aide extérieure. C'est difficile qu'on vive sans aide extérieure, mais quand on en dépend, vraiment c'est difficile à supporter. Et partant ce principe, enfin, partant de l'image du président du Cameroun, Paul Biya, je vais le citer, qui parlait, qui ne savait même pas que son micro était ouvert, qui se demande mais bon, qu'est-ce qu'il fait là, est-ce qu'il y a des personnalités importantes? Bon, c'est à croire, est-ce qu'il sait ce qu'il allait chercher même là-bas? C'est ça, on se demande quelle est l'importance de ces sommets-là pour nous. S'il n'est pas important, ce n'est même pas la peine qu'on essaie d'aller là-bas pour vendre une image même qu'on a du mal même à préserver dans notre propre pays. Alors au niveau des éditions Le Pays, on s'intéresse également à ces questions de sommet, sauf que cette fois-ci à votre niveau, vous vous intéressez au sommet des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est tenu les 18 et 19 décembre dernier. Et sur la question, l'édito est intitulé « Attention à ne pas laisser la proie pour l'ombre ». D'accord, avant de revenir sur mon édito, très rapidement, je vais dire que je suis d'accord avec mon ami Kinda, parce que nous nous comportons comme des gens qui vont légitimer la puissance des autres. Russie, Afrique, Japon, Afrique, Turquie, Afrique, tout le monde Afrique. Les autres là ont besoin de nous pour montrer qu'ils existent, qu'ils sont puissants. C'est dommage qu'on se fasse. Nous sommes des objets qu'on utilise. C'est dommage vraiment. Effectivement, par rapport au sommet des états-majors des pays de la CEDEAO qui s'est tenu les 18 et 19 décembre dernier à Bissau. Voilà, il s'agissait de voir l'opérationnalisation d'une force dont on a parlé ici il y a 2 semaines, force de lutte contre le terrorisme et force de lutte contre les coups d'État. Et effectivement, nous sommes revenus sur le sujet. D'abord, nous avons fait remarquer que les 3 pays, ou les 2 pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry ont été bannis. Pour la Guinée, c'est encore acceptable, mais le Mali et le Burkina, qui sont directement concernés par la question sécuritaire, qui sont bannis d'un sommet de la CEDEAO, qui va parler de la sécurité qui nous concerne et qui nous bannit, je pense que c'est quand même c'est une logique qu'on ne peut pas comprendre. Bien entendu, on sait que la CEDEAO a des principes, mais ici, il ne s'agit pas de questions de principes, il s'agit de voir comment dans une synergie d'action, les forces armées des pays de la CEDEAO là, peuvent nous apporter leur appui dans la lutte contre le terrorisme. Mais déjà, nous interpellons les chefs d'État. On espère que l'aspect lutte contre le coup d'État ne va pas prendre le pas sur la question sécuritaire, parce que cette force dont il est question là, il est important qu'elle
elles ne paraissent comme un instrument pour préserver les intérêts des chefs d'État au détriment des questions existentielles dans la sous-région. D'accord, on n'a plus pas le temps. On termine avec vous, Lévi Confé. Et cette fois-ci, on va parler d'élections législatives en Tunisie. Juste en une minute, votre édito intitulé « Grand camouflé pour Kais Saïd ». Si je prononce bien, Kais Saïd. Kais Saïd, c'est le président tunisien qui entreprend des réformes contre vents et marées, et vous avez vu ce qui s'est passé aux législatives. Au mot d'ordre de l'opposition de boycotter ces élections législatives, ça a été suivi presque à 91%. Donc ça veut dire que c'est vraiment une défaite qu'il enregistre depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, l'opposition, en tout cas, bien grandi après que les électeurs aient suivi leur mot d'ordre, pour eux-mêmes de descendre dans la rue pour briser les chaînes de la dictature que mène Kais Saïd. Donc 11 ans après la révolution de Jasmin, on se rappelle qu'il avait emporté le président de l'époque. Aujourd'hui il est arrivé et puis il fait à sa tête. Aujourd'hui si la rue en tout cas descend, je pense qu'il ne pourra pas résister, mais ce qu'on espère vraiment, c'est que les Tunisiens trouvent les voies internes pour renouer avec la voie démocratique. D'accord. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos. Merci aux invités qui ont répondu présents à cette émission. Joyeux Noël à vous qui l'avez suivi et on se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.